Et si la guerre se gagnait bien avant le premier tir? C'est la question que soulève l'opération Anaconda, une manœuvre qui a fait plier tout un front sans transformer chaque rue en champ de ruines. La stratégie suprême n'est pas de foncer là où l'ennemi est le plus fort. Elle consiste à viser la faille, l'endroit inattendu où il chancelle. Les cerveaux d'Anaconda l'ont compris. Mieux vaut frapper à la source, la logistique, que s'user à déloger l'adversaire forteresse par forteresse. Au centre de leur plan, une vérité implacable. Contrôler une route peut être plus décisif que 1000 attaques. La Pokrovsk-Konstantinovka n'était pas une simple bande d'asphalte. C'était l'artère unique qui nourrissait tout le front nord. Des centaines de camions, des milliers de tonnes de vivres et de munitions, des dizaines de milliers de soldats dépendaient de ce goulet pour survivre. Le couper, c'était neutraliser l'ennemi sans avoir à reprendre chaque bloc, maison après maison. Pour illustrer ce point, penchons-nous sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad a montré que couper les lignes de ravitaillement allemandes valait mieux que toutes les offensives directes contre la ville elle-même. L'encerclement de la 6e armée allemande, orchestré par les soviétiques, a mené à la capitulation de plus de 200 000 soldats sans un assaut frontal constant. C'est la logistique, et non la force brute, qui a changé le cours de la bataille. Ignorer cette logique, c'est s'enliser dans une guerre d'usure, gaspiller années, ressources et surtout vies humaines. L'opération Anaconda n'a pas cherché le panache des assauts héroïques, mais la victoire froide qui s'impose dans la paralysie totale de l'adversaire. C'est à cet instant que tout change. Saisir la puissance de cette stratégie, c'est revisiter la guerre, mais aussi nos propres défis, sous un jour radicalement neuf. Mais comment transformer une simple route en arme décisive? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses de la planification et du renseignement. Comment une simple route peut-elle faire vaciller tout un front? Cette question cache l'essence d'une stratégie moderne, où l'enjeu ne réside plus dans le nombre de kilomètres gagnés, mais dans la capacité à couper des artères vitales. La Pokrovsk-Konstantinovka n'est pas une route parmi d'autres. C'est le seul corridor logistique qui maintient en vie l'ensemble de la force adverse. Imaginez, plus de 7/10 de tout ce qui fait tourner la machine ennemie, carburant, munitions, vivres, renforts, circule sans cesse sur ce ruban d'asphalte, d'à peine quelques dizaines de mètres de large, qui serpente au milieu de la steppe, exposé mais indispensable. Pour le haut commandement, la conclusion s'impose. Tant que ce flux n'est pas stoppé, l'ennemi peut se réarmer, résister, contre-attaquer. Les frappes à distance, aussi chirurgicales soient-elles, n'offrent que des répits fugaces. À chaque bombardement, l'adversaire répare, détourne, relance la circulation en quelques heures à peine. Prenons un exemple concret. Lors de la guerre du Golfe, les forces de la coalition ont systématiquement ciblé les ponts et les axes logistiques irakiens. Plutôt que de s'attaquer directement à toutes les divisions retranchées, elles ont isolé les unités ennemies, coupant leur approvisionnement, ce qui a entraîné des effondrements rapides. Il fallait passer à l'étape suivante. Encercler la route, la contrôler physiquement, l'étouffer, jusqu'à couper la garnison ennemie de toute aide. L'objectif n'était pas de s'élancer sur les bastions urbains tels que Slaviansk ou Kramatorsk, retranchés depuis des années. Il s'agissait de les assiéger sans bruit, de les forcer à plier sous la pression d'un blocus invisible, sans s'épuiser dans des assauts frontaux meurtriers. Tout le pari repose là. Viser le point qui, s'il tombe, fait s'effondrer tout le système adverse. Prendre ce risque, c'est choisir entre l'impasse, l'hémorragie de perte, ou bien l'effondrement soudain de la défense ennemie, obtenu sans sacrifier des ressources précieuses. Comment alors préparer une opération d'une telle précision, où la moindre erreur peut coûter cher? C'est ce que révèle la phase la plus discrète, mais décisive. La conquête de la supériorité informationnelle, première étape vers l'asphyxie du front. Plonger dans cette phase invisible, c'est comprendre comment chaque détail compte dans la guerre moderne. Avant la moindre attaque, tout se joue dans l'ombre, à travers la collecte et le traitement de l'information. Avant d'appuyer sur la gâchette, il faut voir plus loin et plus vite que l'ennemi. Dans l'opération Anaconda, la domination s'installe avant le premier tir. Elle se forge grâce à l'information. Chaque détail compte.
Une synergie unique entre reconnaissance spatiale, aérienne, tactique et humaine donne toujours un temps d'avance. Les satellites observent sans relâche chaque parcelle du front, déchiffrant le moindre mouvement, la moindre ombre, la plus infime anomalie. Rien ne leur échappe. Batteries d'artillerie, stocks de munitions, tranchées camouflées sous les filets. Au-dessus, avions de reconnaissance et drones patrouillent inlassablement, transperçant l'obscurité et la brume. Ces yeux électroniques repèrent chaque entrée de bunker, chaque itinéraire de ravitaillement, chaque rotation de soldats. Les données affluent, nourrissant une carte mouvante où la moindre faiblesse ennemie s'allume comme une balise. Mais la technologie n'est rien sans l'humain. Les groupes de forces spéciales infiltrés et les informateurs sur le terrain révèlent ce que les capteurs ignorent. État d'esprit des troupes adverses, dissensions internes, pénuries, secrets chuchotés dans l'ombre. Cette mosaïque humaine complète la vision. Elle indique où frapper pour provoquer une chute en domino. Pour illustrer, rappelons l'exemple du débarquement de Normandie en juin 1944. Les Alliés ont mené une campagne de désinformation massive, mêlant agents doubles, faux signaux radio et rumeurs, pour tromper les Allemands sur le lieu du débarquement. C'est la supériorité informationnelle qui a permis d'ouvrir la brèche décisive. Avec cette cartographie ultra détaillée, la planification se fait chirurgicale. Frapper n'est plus un pari, mais une opération de précision. On sait comment, où et surtout quand surprendre l'ennemi, lui ôtant toute chance de riposte. La première cible tombe, la défense anti-aérienne. En une seule nuit, des escadrilles d'élite lancent une série d'attaques coordonnées. Missiles anti-radar, brouilleurs, diversions. En quelques heures, les systèmes de défense adverses sont aveuglés, paralysés. La supériorité aérienne devient totale, offrant le ciel à l'aviation alliée et interdisant toute contre-attaque. Désormais, chaque mouvement ennemi au sol devient vulnérable, chaque convoi une cible facile. L'effet psychologique est immédiat. L'ennemi, privé d'informations, ne comprend pas où frappera la tempête. Chaque tentative d'organisation est traquée, anticipée, brisée. Le doute, la peur et la confusion dissolvent la résistance. Dans la guerre moderne, une faille dans la chaîne du renseignement ne pardonne pas. Elle coûte la surprise, l'initiative, parfois la bataille elle-même. Maîtriser l'information, c'est façonner la réalité du front avant même que l'ennemi ne saisisse ce qui se joue. Le ciel conquis, il reste une dernière barrière à abattre, la résistance terrestre, retranchée derrière ses ultimes lignes. Mais même privé de ses yeux et de son souffle, la défense au sol n'a pas encore cédé. Pour emporter la décision, il faut maintenant briser sa carapace, et chaque minute compte. Quand la terre s'embrase, la rapidité commande tout. Chaque seconde sur le front devient précieuse. Chaque hésitation peut tout faire basculer. L'artillerie et les drones frappent méthodiquement, éliminant chaque défense repérée. Les contre-batteries ennemies sont réduites au silence, créant des brèches nettes pour les pointes d'attaque. Les blindés et l'infanterie motorisée avancent en vagues successives, mais évitent toujours la ligne droite. Au nord comme au sud, les percées sont minutieusement synchronisées, contournant les poches de résistance les plus denses. Pas question de s'enliser. Chaque forteresse est isolée, laissée derrière, tandis que l'assaut principal s'infiltre toujours plus loin. C'est ici que la tactique de l'encerclement révèle toute sa force. L'objectif n'est pas de détruire chaque défense, mais de couper la route essentielle, d'empêcher toute retraite ou tout renfort. Quand la voie logistique tombe, le piège se referme. L'ennemi se retrouve encerclé, privé de munitions, de carburant, de soutien. Sa cohésion s'effrite, le doute s'insinue. Tout dépend alors d'un commandement réseau centré. Les ordres figés disparaissent. Chaque unité agit selon l'intelligence partagée de l'instant. Position, mouvement, besoin, tout circule instantanément. Les opportunités sont saisies à la seconde près. La réactivité devient totale. Le changement est saisissant. Là où il fallait autrefois des jours et de lourdes pertes pour avancer de quelques centaines de mètres, désormais la progression se mesure en kilomètres, gagnée en quelques heures. Les pertes sont contenues, car l'ennemi, isolé et désorganisé, ne peut opposer qu'une résistance morcelée.
Mais le danger ne disparaît jamais. La moindre hésitation, la plus petite rigidité, et l'ennemi peut se replier, rétablir sa logistique ou briser l'étau. Il faut donc frapper vite, partout, sans jamais relâcher la pression. L'avantage informationnel et la mobilité changent la donne. Ce n'est plus un duel frontal sanglant, c'est la structure adverse qui s'effondre, épuisée, coupée de ses ressources et incapable de se réorganiser. Pour donner un exemple historique, relisons la campagne de France de 1940. Les divisions blindées allemandes, par leur vitesse et leur capacité à identifier les points faibles du dispositif français, ont percé et encerclé, sans devoir livrer bataille pour chaque village. La guerre moderne récompense l'agilité et la maîtrise de l'information. Mais derrière ces manœuvres, une leçon plus large se dessine. Ce modèle d'opération n'est pas réservé au champ de bataille. Il peut s'appliquer à toute situation où l'agilité et l'information font la différence. La victoire ne se remporta pas dans le tumulte d'un assaut, mais dans la lente agonie imposée par un étouffement savamment orchestré. Chaque détail compta. Le front adverse fut fragmenté en secteurs isolés, chacun soumis à des frappes précises, réserves de munitions, dépôts de carburant, centres de commandement. Privé de ses artères vitales, l'ennemi vit sa capacité de résistance se dissoudre jour après jour. Mais l'asphyxie n'était pas uniquement affaire d'explosion. La guerre psychologique prit le relais. Les ondes furent saturées de messages démoralisants. Des tracts, largués par milliers, promettèrent la vie sauve aux premiers qui abandonneraient les armes. Des négociations ciblées, menées dans le secret, semèrent le doute entre les chefs adverses. Le résultat ne tarda pas. À mesure que les vivres et les munitions s'épuisaient, le moral des défenseurs sombra. Chaque nuit, de nouveaux groupes déposèrent les armes. Ici, une section se rendit sans combat. Là, une compagnie disparut dans la nuit, laissant derrière elle des postes vides. La reddition, autrefois honteuse, devint la seule issue raisonnable. Le génie de la stratégie résidait dans le refus du choc frontal. Pourquoi risquer des pertes inutiles alors que l'ennemi, isolé et épuisé, finirait par céder? L'étau se resserrait. Chaque heure d'encerclement rapprochait la défaite des assiégés et consolidait l'avantage des assiégeants. Mais le danger était réel. La tentation d'en finir par un assaut direct planait, prête à transformer une victoire patiente en tragédie. Pourtant, la discipline l'emporta. Patience, contrôle de l'information, coordination parfaite. Ces vertus sauvèrent des vies et préservèrent la force pour la suite. Minimiser les pertes ne fut pas seulement une question d'éthique, mais une nécessité stratégique. Chaque vie préservée renforçait la position future. Chaque ennemi démoralisé épargnait un combat inutile. Ce blocus total, cette guerre des nerfs, ce refus obstiné du sacrifice inutile, voilà l'essence de la victoire. L'ennemi ne fut pas abattu, il fut vidé de toute volonté de lutter, lentement, irrémédiablement. Pourtant, derrière cette réussite tactique se cachent des leçons universelles. Car la véritable portée de l'opération Anaconda dépasse les champs de bataille. Et si la stratégie de l'Anaconda devenait votre atout caché, chaque jour? Imaginez. Au lieu de gaspiller votre énergie dans 1000 directions, vous ciblez ce qui fait vraiment bouger les lignes de vos projets, de vos ambitions, de vos luttes personnelles. L'opération Anaconda l'a prouvé, la victoire ne se gagne pas par la force brute, mais par la finesse du choix. Savoir repérer le point vital, celui qui commande tout le reste, c'est déjà prendre l'ascendant. Cette artère logistique, invisible pour la plupart, a été le cœur de la résistance ennemie, donc sa plus grande fragilité. Appliquons ce principe à nos défis quotidiens. Combien de fois dilapidons-nous nos efforts sur des détails, des urgences superficielles, oubliant l'essentiel? Première leçon, visez le nerf du problème, quitte à aller à contre-courant de vos réflexes ou de vos peurs. Deuxième clé, maîtrisez l'information. Les décideurs n'ont pas foncé tête baissée. Ils ont croisé les sources, analysé, dessiné une carte plus précise encore que celle de l'ennemi. Dans la vie, cela veut dire rassembler les données, questionner, clarifier, avant d'agir. Ne jamais confondre vitesse et précipitation. Troisième pilier, la coordination.
Rien n'aurait fonctionné sans une parfaite synchronisation des moyens, des volontés, du tempo. En famille, au travail, en équipe. Cela signifie communiquer sans flou, aligner les efforts, viser l'harmonie plutôt que la cacophonie. Quatrième étape, la psychologie. Dans toute entreprise, dans tout projet, il existe des résistances internes, des doutes, des rivalités. Savoir détecter les poches de résistance, les isoler puis les neutraliser par la communication, la persuasion ou l'intégration progressive, c'est transposer la guerre psychologique à l'échelle humaine. Les grandes entreprises qui ont réussi des tournants radicaux ont souvent commencé par convaincre les leaders d'opinion interne, pour ensuite entraîner le reste du collectif. Cinquième levier, la patience stratégique. Nombreux sont ceux qui, pressés d'obtenir un résultat, brûlent leurs forces dans des assauts répétés et inefficaces. Les meilleurs stratèges savent attendre, observer, resserrer l'étau lentement, jusqu'à ce que l'obstacle cède de lui-même. Dans le monde professionnel, cela peut signifier éviter de forcer une négociation, préférant laisser mûrir la situation jusqu'à ce que la solution apparaisse d'elle-même. Sixième point, la gestion du risque. Prendre le contrôle d'une artère logistique, d'un point vital, demande audace et sang-froid. Mais chaque action repose sur un calcul. Ai-je suffisamment d'informations, de ressources, de soutien pour m'engager? Dans vos projets, ne foncez pas sans avoir évalué les conséquences d'un échec, ni sans avoir prévu des plans de repli ou de secours. Voyez le danger? S'accrocher à l'ancien modèle, c'est s'épuiser pour peu de résultats. On se disperse, on s'enlise, on s'épuise. Mais une alternative existe. Adopter la stratégie moderne, c'est se donner la capacité de faire tomber les obstacles, sans s'y briser soi-même. Osez une autre approche. Face à votre prochain défi, posez-vous cette question. Quel est le vrai point vital, la faille discrète mais décisive? Comment obtenir l'information manquante, qui sont les alliés à mobiliser? En cultivant ces réflexes, chaque obstacle devient une opportunité, chaque conflit, une victoire calculée. La stratégie de l'anaconda n'est pas réservée au champ de bataille. Elle s'applique partout où intelligence, méthode et maîtrise font la différence. Pour mettre en pratique cette stratégie, imaginez un chef de projet confronté à une concurrence féroce. Plutôt que de multiplier les offres ou de travailler nuit et jour à améliorer chaque détail, il identifie le critère décisif, la rapidité de livraison. Il concentre alors ses efforts sur l'optimisation de la chaîne logistique, réduit les points de friction, investit dans un logiciel de gestion qui permet d'anticiper chaque retard. Résultat, en gagnant sur ce point vital, il prend l'avantage sur tous les autres aspects. Autre scénario, dans une négociation commerciale difficile, au lieu de répondre à chaque objection du client, un négociateur chevronné cherche le vrai point de blocage, parfois caché, parfois non dit. Il pose des questions ouvertes, écoute, fait reformuler. Lorsqu'il découvre que le frein est la peur du changement au sein de l'équipe du client, il propose un accompagnement personnalisé et des garanties. La négociation s'ouvre d'elle-même. Pour aller plus loin, inspirons-nous des grandes stratégies historiques. Alexandre le Grand, lors de la bataille de Gaugamel, n'a pas cherché à affronter l'armée perse sur toute sa largeur. Il a repéré un point faible dans la ligne adverse, concentré sa cavalerie, percé et décapité le commandement ennemi, provoquant la déroute générale. Encore une fois, viser le point névralgique a fait s'effondrer l'ensemble. De même, dans le monde de l'innovation, plutôt que de chercher à battre tous les concurrents sur tous les terrains, des entreprises comme Apple se sont concentrées sur un point vital, l'expérience utilisateur. Leur domination s'est construite non pas sur la multiplication des fonctionnalités, mais sur la maîtrise d'un élément clé qui a conditionné la fidélité de la clientèle. Ainsi, la stratégie de l'anaconda, avec son art de cibler, d'isoler, d'asphyxier, s'applique partout où l'efficacité prime sur la force brute. Il ne reste qu'un pas à franchir. Saurez-vous troquer l'effort dispersé contre l'action décisive? Saurez-vous, à l'image des grands stratèges, identifier la voie logistique cachée de vos propres batailles et la couper au bon moment? En conclusion, souvenez-vous, la victoire appartient à ceux qui savent où porter le coup, qui patientent quand il le faut, qui informent leurs choix, qui coordonnent leurs forces et qui gardent la tête froide quand l'urgence pousse à l'impatience.
L'opération Anaconda n'est pas qu'un chapitre de l'histoire militaire. C'est un manuel vivant pour toutes nos ambitions, nos combats et nos rêves. À vous de jouer.